Je voudrais revenir sur quelque part la responsabilité des représentants syndicaux, surtout toute l'historique de la formation et la régression. Moi, j'entends dans tout le discours que vous avez tenu que quelque part il y a eu des transformations importantes de la vision des représentants syndicaux qui ont fait que la formation est devenue ce qu'elle est aussi, et encore plus aujourd'hui. Le CIF quand même a changé clairement de nature, alors que c'était le dernier bastion de la formation à l'initiative du salarié pour son développement autant personnel que professionnel. J'en veux pour preuve, vous l'avez cité, que le CIF est aussi faisable hors temps de travail, en sachant que ceux qui décident, c'est-à-dire que les conseils d'administration dans les OPCA et les OPACIF, poussent à ça aussi, parce que c'est moins cher. Que le choix de la formation, le choix du CIF appartient de moins en moins au salarié lui-même, parce que, comme vous l'avez très bien expliqué, ça passe aussi par le filtre de ceux qui décident des financements. Donc même dans le cadre du CIF, j'ai envie de dire, le salarié a peu de place dans la décision. Et c'est quand même les représentants syndicaux qui décident de tout ça. C'est paritaire. C'est paritaire, oui, c'est paritaire, mais pour autant, voilà, est-ce qu'il y a une démission, est-ce qu'il y a un changement de valeur profonde au niveau des représentants syndicaux? Quelle responsabilité ils ont là-dedans? Sachant que je ne fais pas d'antisyndicalisme primaire, je suis moi-même syndicaliste, voilà. Mais reste que j'essaie d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. Je pense que le syndicalisme contemporain a perdu un certain nombre de ses valeurs. Alors juste pour donner un exemple un peu extrême, l'un des premiers syndicalistes de ce pays, je ne sais pas si vous connaissez son nom, c'est Fernand Pelloutier que j'évoquais tout à l'heure. Et Fernand Pelloutier, dans l'histoire des bourses du travail, qu'il écrit, je crois, en 1896 ou 98, il meurt en 1902, sur les à peu près ça, mais une phrase tout à fait exceptionnelle, il dit « Instruire pour révolter ». Il est clair que dans la pensée de ce syndicaliste révolutionnaire, on s'instruisait à la fois pour se révolter et éventuellement passer de la révolte à la transformation sociale. Le syndicalisme à la CGT, à la CFDT, a très largement porté ce discours-là, au moins jusque dans les années 80, et petit à petit, l'instrumentalisation de la formation au service de l'organisation est devenue, grosso modo, le discours général de ces organisations-là. Alors je ne parle pas des organisations dites plus réformistes, qui n'étaient pas forcément dans la même lignée, mais même les organisations les plus réformistes, y compris la CFTC, avaient quand même cette idée que la connaissance permettait d'avoir des sociétés un petit peu plus humaines, dans une logique à la fois issue de Charles Fourier, voire de Saint-Simon, et des gens comme ça, en disant les sociétés progressent par le savoir, et en progressant industriellement, elles progressent aussi en termes d'humanité, au sens humaniste de ce terme-là, quoi. Et je pense qu'effectivement, la formation a perdu de ses valeurs, et je pense que le syndicalisme aussi a perdu de ses valeurs. Mais sachant qu'autrefois le syndicalisme était un syndicalisme de transformation, alors soit radical, soit relative, aujourd'hui c'est un syndicalisme de gestion. Nos lois sont des lois de gestion et non plus des lois de projet. On ne s'est pas du tout concerté. C'est intéressant que on ne s'était pas parlé depuis environ quelques jours. Mais c'est intéressant de voir que les deux se réfèrent à l'histoire, d'une certaine façon. Et c'est quand on dit la formation de l'adulte hier, aujourd'hui et demain, ça veut dire qu'effectivement, on tisse des liens entre le passé, le présent et le futur, parce qu'on croit qu'effectivement la connaissance de l'histoire nous aide à mieux comprendre le présent et nous aide aussi à voir des ouvertures sur des futurs possibles. Donc à vos souhaits. C'est intéressant de voir ça comme ça. Alors, puisqu'on est sur l'ancien terrain du CUSES, je voudrais rappeler deux choses qui vont tout à fait dans le même sens que toi. La première, c'est que quand on retrouve les documents fondateurs du CUSES, on s'aperçoit qu'en fait, ils parlent assez peu de la formation, pratiquement pas de la pédagogie. Mais quand il parle de la formation, c'est en même temps qu'un projet politique, économique et social. C'est pas l'économie d'un côté puis la formation de l'autre. Tout ceci va ensemble. On rappelle les phrases de Delors. La France ne sera pas une grande nation si elle n'est pas une grande nation industrielle. Elle ne sera pas une nation industrielle si elle n'a pas des salariés qui sont à la hauteur des enjeux du pays. C'était déjà cette histoire-là. Donc, ce qui fait les valeurs fondamentales de la formation, c'est pas une façon de faire, c'est fondamentalement, je me répète, fondamentalement une vision de l'évolution de la société
et de l'importance que prend la capacité d'apprendre des choses, d'être érudit, y compris en dehors du monde professionnel, et parfois surtout au niveau du monde professionnel, on en parlait aussi au QCES, c'est ça qui compte. Ça fait partie à part entière, en même temps que il est logique que les dirigeants des entreprises soient payés 10 fois plus que l'ouvrier le moins payé. Maintenant, on rigole, enfin, c'est 400 fois plus, mais ça faisait partie des choses qu'on trouvait normales. Tout était négocié dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais et la seconde, c'est que ce à quoi on se confronte maintenant existait déjà à l'époque, alors qu'on appelait ça le moment doré. Enfin, par exemple, l'un des premiers chantiers industriels de taille au QCES, ça a été dans une grande entreprise au carrefour entre le primaire et le secondaire. Une entreprise qui était dirigée par un homme politique effectivement très éclairé, très soucieux, mais en même temps paternaliste. Hein. Quand il a fait mettre en place, en accord avec Bertrand Schwartz, quelque chose qui ne parlait pas de formation, qui parlait de transformation de la culture des ingénieurs, qui passe du monde de la rationalité, il y a des causes, il y a des conséquences, un monde linéaire, à un monde probabiliste, incertain, voire concurrentiel. Sa demande était, il faut changer la culture des gens, parce qu'on en a besoin, parce que sinon ils sont enfermés dans du passé. Dans un passé linéaire. C'est intéressant de voir que le mot formation ne figurait pas dans la demande. Donc ça va tout à fait dans ton sens, c'est autre chose que l'on pensait, et on ne pouvait pas se passer de formation parce que ça faisait partie à part entière du reste, y compris de l'adhésion de la hiérarchie. Il y a eu un moment où cette formation, qui s'en est remise après, mais ça a été rude, où cette formation a été très mise en cause par la direction des ressources humaines. Et pourquoi ? Les gens se formaient, avaient appris à mieux comprendre, avaient des outils pour mieux comprendre la façon dont ils travaillaient, l'impact de leur façon de travailler, les difficultés, etc. Ils comprenaient beaucoup mieux ce qu'ils faisaient, ce qui était un avancement tout à fait important du point de vue de la productivité d'ailleurs. Mais comme ils comprenaient beaucoup plus de choses, ils posaient beaucoup plus de questions. Ils ne comprenaient pas certaines choses. Ils osaient s'interroger, mais avec des ingénieurs extrêmement fidèles à l'entreprise, enfin des gens qui étaient là pour la vie entière, hein. Mais ils posaient des questions. Et à un moment donné, je me souviens, le directeur des ressources humaines a dit il faut faire attention à ce qu'il y a derrière cette formation. Parce que on voit que c'est des gens qui de plus en plus s'interrogent. Est-ce que c'est bien pour l'entreprise ? Alors, il aurait pu dire, par exemple, est-ce qu'on n'est pas en train d'instruire pour se révolter ? Mais c'était ça, et ça a été débattu et tranché en faveur de continuer l'action. Donc, cette idée que la formation est quelque chose de bon pour tout le monde, qu'on partage, en réalité, ça n'est pas si vrai que ça. D'abord parce qu'on décide que c'est bon pour les autres, ce qui n'est pas si vrai que ça. On sait bien depuis la loi Fallot qui concernait pour les adultes qu'il fallait pas former tout le monde n'importe comment, qu'il fallait moraliser la classe ouvrière pour justement l'empêcher de se révolter. Je pense que sur le projet du QCES, alors sachant que je n'étais pas au QCES dans ces années glorieuses, mais j'en doute pas, mais si j'ai bien lu ce que les uns et les autres ont pu écrire, je pense qu'il y avait une autre dimension que celle que nous connaissons aujourd'hui. L'idée, c'était de développer le territoire lorrain en particulier, et éventuellement de former les hommes qui sortaient du bassin phérifère vers la sidérurgie, mais il avait aussi été dit que pour réussir le développement du territoire, il fallait aussi former les femmes et les compagnes de ces gens-là pour que tout le monde participe du processus du développement territorial, même si elles n'étaient pas salariées des mines ou de la sidérurgie. Et donc c'est quand même une autre façon de penser les choses. On évolue tous ensemble sur le territoire et pas seulement ceux qui sont réputés être productifs, de manière à produire de l'intelligence collective, de manière à ce que cette intelligence collective puisse répondre à des défis, alors soit industriels, soit citoyens ultérieurement. Et là aussi, on sent bien que la façon dont on concevait la formation et dont on souhaitait en user n'avait rien à voir avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, quoi, de gré ou de force. J'ai une petite question. Vous avez fait part tout à l'heure d'un retour à l'histoire, et notamment vous avez parlé comme possibilité, une ouverture, ce serait l'université populaire.
et vous avez dit que l'université populaire, il ne fallait pas refaire les mêmes erreurs qu'au début du XXe siècle. Vous m'excuserez, mais c'est quoi ces erreurs? Les universités populaires, vous savez sans doute qu'elles sont issues d'un moment important de l'histoire du 19e, c'est suite à l'affaire Dreyfus. Donc un certain nombre d'intellectuels, dont Bernard Lazare et Émile Zola, parce qu'on parle toujours de Zola, mais Lazare était là avant lui, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il appartenait lui aussi à la communauté juive, ce qui n'était pas le cas de Zola, et puis parce qu'il était socialement plus engagé que Zola ne l'a jamais été. Donc les intellectuels vont soutenir Dreyfus. Le mouvement ouvrier parisien en particulier hésite dans un premier temps à soutenir Dreyfus. Non pas parce qu'il est juif, encore que, mais surtout parce qu'il est capitaine et que nous sommes grosso modo 10 ans après la Commune de Paris et que soutenir un sabreur, c'est toujours extrêmement difficile. Donc il y a des débats extrêmement importants dans le mouvement ouvrier parisien. Et à l'issue de l'affaire Dreyfus, les gens qui ont soutenu Dreyfus, mouvement ouvrier et mouvement des intellectuels, le mot intellectuel apparaît à ce moment-là, les intellectuels que nous sommes, ça apparaît à ce moment-là. Et à l'issue donc de ce mouvement, on considère que il y a eu une rencontre entre le mouvement ouvrier et les intellectuels. Et Lucien Mercier, qui a beaucoup écrit sur ces questions, il dit que c'est la rencontre de la jaquette et du bourgeron. La jaquette, c'est la veste du bourgeois, et le bourgeron, c'est le costume traditionnel de l'ouvrier parisien ou nancéen. Et deux hommes vont être à l'initiative de ça, c'est Gabriel Séaille d'un côté, professeur de philosophie à la Sorbonne. Vous imaginez ce qu'est un prof de philosophie à la Sorbonne en 1895. Ça n'a rien à voir avec ce que sont les profs de philosophie à la Sorbonne aujourd'hui. Et un autre qui s'appelle Georges Deherme, qui est un ouvrier parisien d'origine anarchiste, qui a été typographe, menuisier, ensuite typographe, et ils vont monter la première université populaire. Voilà. Et l'idée des uns, c'est de dire, on va éduquer le peuple, et l'idée des autres, c'est le peuple doit trouver ses propres moyens de manière à s'éduquer lui-même. Et très rapidement, il va y avoir, alors on ne parlait pas d'analyse des besoins à l'époque, mais il va y avoir une espèce de cassure entre ce que les grands intellectuels du moment, entre autres Anatole France, Séaille et quelques autres, vont apporter dans ces universités populaires, dans une pédagogie très magistrale et dans un discours relativement savant, face à des ouvriers qui ont 14 heures de boulot par jour, ou 12 pour les plus chanceux d'entre eux, et qui attendent autre chose. Justement, ce qu'ils attendaient, c'était de comprendre la science de leur malheur. Et donc il y a un décalage entre les attentes de ces ouvriers parisiens, ou pas seulement, parce qu'il y en a eu dans toute la France, les universités populaires, et le décalage avec ce que pouvaient apporter les intellectuels du moment. Voilà. Donc ça c'est la première source de discorde, si je veux dire, ou de disjonction entre les uns et les autres. Et la deuxième, c'est que la pédagogie n'était pas du tout adaptée. C'était pas une pédagogie où les gens participaient à la production de leur propre savoir, mais au contraire était sous le joug du savoir du maître ou des maîtres. Voilà. Si bien qu'en 1902, il y a une scission, par exemple, de l'université populaire. Il y a des gens qui vont créer les causeries populaires, et les causeries populaires, c'est justement des lieux où on échange ensemble pour essayer de construire collectivement du savoir, sans être sous la férule, même amicale, d'un Séaille ou d'un Anatole France. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'universités populaires, celle de Caen en particulier avec Onfray, ou celle de Lyon, puisque j'étais à Lyon la semaine dernière, j'en ai encore discuté, qui sont dans la tradition universitaire quasi la plus classique. Et là encore, on choisit les thèmes, on choisit les modalités pédagogiques d'intervention, ce qui fait que les gens qui viennent dans les universités populaires sont des gens qui sont déjà acquis, grosso modo, à ce type de savoir, à ce type de processus. Et que les gens du populaire, alors, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais enfin, sont rarement là. Voilà. Sur Saint-Denis, où moi je suis engagé, on essaie de faire en sorte que les gens s'approprient l'université populaire. Et donc on demande aux gens d'organiser un certain nombre de cycles. Alors on n'y arrive pas toujours, mais on a un certain nombre d'auditeurs qui sont d'abord comme auditeurs, qui ensuite ont organisé un certain nombre de cycles. Un est venu à organiser un cycle sur Madagascar, avec un titre tout à fait évocateur, c'était un pays riche plein de pauvres. Oui, parce qu'effectivement, un autre a organisé un cycle sur la bande dessinée, un autre a organisé un cycle sur, je sais pas, la caricature ou autre chose. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les gens s'emparent de leur propre université populaire, qu'ils la construisent, éventuellement que les initiateurs se retirent, et puis, dans les modalités d'intervention, effectivement, on fait venir un certain nombre de gens plus ou moins savants quelquefois. On dit à ces gens savants, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure d'intervention maximum, et les 3/4 d'heure suivants, c'est vraiment un débat porté par l'ensemble de l'auditoire. Voilà. Et après, on fait un petit pot amical pour ceux qui n'ont pas osé causer en public, puissent se rapprocher éventuellement de, je sais pas, Michel Dreyfus ou de Claude Pelletier qui sont venus il y a quelque
temps pour discuter directement avec la personne, ce qui n'était pas forcément possible dans une assemblée tant que tout le monde n'aura pas cette capacité d'intervention dans des collectifs plus ou moins importants, quoi. Hein, voilà. Et si on, à mon avis, si on reproduit le modèle ancien des universités populaires, soit on aura un public qui ne sera pas populaire, ce qui n'est pas grave, mais il faut les appeler autrement, soit on essaie de mettre en place autre chose. Voilà. Et même le terme université, si vous voulez, est en débat. Il est très clivant parce que, en gros, en plus on est sur Saint-Denis, donc c'est quand même une banlieue très populaire, pour le coup, la banlieue. Les gens, une partie d'entre eux disent l'université c'est pas pour moi, quoi.